Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 313e rencontre Vlil et ce soir on a la chance de recevoir Franck Buis pour deux romans. Alors on va beaucoup parler d'Apromonde mais difficile de parler d'Apromonde sans pur sang aux éditions Phébus. Et on parlera peut-être du troisième qui sortira peut-être un peu plus tard, vous nous en direz peut-être plus Franck. Deux romans qui sont addictifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on va rentrer dans le vif du sujet très vite, puisqu'on ne vous présente plus. Franck Bouis, vous avez écrit déjà bon nombre de romans et avez eu un succès évidemment colossal avec N'est d'aucune femme. Mais j'aimerais qu'on parle, qu'on s'attache à à cette trilogie parce qu'elle a un intérêt, à mon sens, très intime pour vous. On sent qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre-là et on va peut-être démarrer cette rencontre pour que vous nous parliez de la genèse de ce roman, de ces deux romans, de ces trois romans, peu importe, puisque le texte avait déjà été écrit en partie il y a quelques années, il y a à peu près une dizaine d'années, je crois, ça fait pile 10 ans, je crois que c'est 2014. Le titre ressurgit ainsi. Il s'était en effet peu vendu à l'époque et je pense que c'est une belle revanche aujourd'hui avec les éditions Phébus qu'ils sortent à nouveau. Racontez-nous la genèse de ce texte-là. Pourquoi aujourd'hui il y a eu ce regain et cette envie de reprendre contact avec Elias? Il y a deux choses en fait. Euh, Bonsoir d'abord à toutes et à tous. Euh, il y a ce livre que j'avais écrit effectivement qui s'appelait Pur sang. J'avais pas encore écrit Après-Monde, la suite. Et c'était qui partait d'une révolte, comme souvent dans mes livres, une révolte liée justement à ce qu'on a fait subir au peuple amérindien, ce génocide parfaitement assumé par les Américains. Et, et donc, j'avais fait ce texte qui avait été édité par un tout petit éditeur régional, un copain. C'était un copain qui avait fondé les éditions Écorce, mais qui n'avait pas de diffuseur. Donc, le livre n'avait jamais été diffusé, très simplement parce qu'il il avait fait 300 exemplaires, je crois, qui avaient été tous vendus assez rapidement. Et lui, il avait arrêté et j'avais jamais voulu le republier. J'avais, comme ça, dans l'idée déjà de continuer. C'est-à-dire que ceux qui ont lu le premier volume savent que je laisse quand même Elias à un endroit euh, où il y a quelques fantômes. Et donc, j'avais ça qui me tournait dans la tête, mais j'ai jamais voulu mal faire les choses, c'est-à-dire le republier tel que, etc. J'avais envie, voilà, de reprendre le texte et d'en faire quelque chose de tout à fait personnel, de peut-être de plus abouti, etc. Mais tous ceux qui l'avaient lu m'encourageaient à le faire. Il y a beaucoup de copains adoraient ce bouquin, donc voilà. Mais c'est... Ah, j'ai perdu, Non, non, c'est bon, c'est bon. j'ai perdu l'image. C'est bon, Franck. C'est vrai. Et donc voilà. C'est la rencontre avec Julia Pavlovitch des éditions Phébus qui a fait que voilà, tout le monde a adoré là-bas ce premier volume Pur sang et j'ai dit bah tiens je vais me remettre dans l'écriture du second volume et voilà je l'ai fait. Alors le troisième on en parlera peut-être plus tard mais il n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Le, pour tout vous dire en fait. euh, euh, Il y a souvent un vagabond dans mes livres, mais je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas envie de savoir peut-être, mais il y a souvent ces personnages-là qui arrivent de nulle part, mais qui me viennent beaucoup de la littérature américaine du début du XXe siècle. Et voilà, j'aime beaucoup ces gens-là qui arrivent, ces inconnus, avec une petite valise, un petit sac, comme dans Buveur de vent, qui veulent fonder quelque chose, et puis qui s'en vont. Voilà. Ce truc-là du vagabond qui arrive, voilà, qui vit des aventures, des péripéties, puis qui s'en va. Voilà, il y avait une série comme ça télé qui m'avait marqué quand j'étais beaucoup plus jeune. C'était Kung Fu avec David Carradine. Euh, ce Chinois comme ça qui traversait les États-Unis, qui vivait des aventures. Je pense que voilà, ça m'a un peu donné l'idée, ça m'a travaillé l'esprit. Voilà. Et au-delà même Mais, des mais vagabonds, c'est aussi la notion peut-être d'errance. On a l'impression que ces personnages-là
ont envie d'un ailleurs. Alors, ils vont trouver parfois clairement des fantômes, ils vont trouver des secrets aussi, mais c'est cette notion d'errance aussi qui traverse beaucoup de vos personnages. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit? Est-ce que vous avez aussi eu envie à un moment donné de partir, vous qui êtes si attaché à la Terre, et on parlera de la Terre évidemment tout à l'heure, mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui traverse l'esprit de Frank Buis quand tous vos personnages, finalement, ou presque, sont des vagabonds ou des errants? Oui, d'abord, je suis parti avant de revenir. Je suis parti longtemps. Mais je crois que c'est pas parce qu'on on se réancre à un endroit qu'on n'est pas errant dans sa tête. Moi, je pense que j'erre dans ma tête, ne serait-ce que quand j'écris, je vagabonde en permanence, puisque déjà, quand je me mets à écrire un livre, je ne sais absolument pas où je vais. Donc, je vagabonde, je sais pas. Je prends des chemins qui sont pas prévus, je me trompe, je reviens en arrière, je repars, voilà. Et puis tout ça, ça fait un chemin. Mais je crois que je suis un vagabond dans l'âme, ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que j'aime pas me promener sur les chemins, par exemple. Vous voyez? Je me promène je passe des clôtures, etc. Je traverse des rivières. J'aime pas les chemins. J'aime pas les clôtures. J'aime pas tout ça. Très bien, c'est rare d'entendre ça, j'adore. Il y a un avant-propos dans Pur Sang qui est très intéressant puisque vous mettez votre manière d'écrire, votre matériau d'écriture en avant et vous écrivez: J'ai longtemps fait des gammes, écrit à la manière d'eux, expérimenter le fond plutôt que la forme. Et le déclic vient d'une note originelle. J'aimerais que vous nous parliez de cette note originelle qui a créé ce personnage d'Elias qui vous a finalement convoqué en tant qu'écrivain. Oui, alors c'est pas ce livre-là qui m'a donné la note. C'était avant. C'était Vagabond. C'était justement l'histoire d'un musicien. C'est ce moment où, alors, quand je parle de gamme, je veux dire que comme un dessinateur, pour apprendre à dessiner, il va se mettre à imiter Uderzo, à imiter Chaland, à imiter Hergé, etc. Voilà. Puis tout ça, toute cette culture graphique, ça peut devenir un style, parce qu'on ne réinvente rien, on s'inspire. Mais il faut en faire quelque chose de personnel. Donc voilà, pendant des années, j'ai volé comme ça, j'ai pillé des tombes. Et puis un jour, vraiment, mais c'était une première phrase, je me souviens, j'étais pas du tout chez moi, j'étais à Paris. J'étais place de la Sorbonne. Voilà. Et il y avait un tilleul avec une grille métallique et j'ai vu ce musicien qui n'avait pas de nom, qui était allongé là-dessous. Et c'est parti comme ça. J'avais trouvé ma musique personnelle. Voilà. Et, elle est présente dans Pur Sang déjà, puisque Pur Sang a été écrit après Grossir le ciel aussi, hein. Il y avait eu Vagabond, Grossir le ciel, Pur Sang. Voilà. Mais je crois que c'est ça le plus important en fait. C'est quand vous avez trouvé cette musique-là qui est pas le fait de raconter une histoire, parce que raconter une histoire, c'est à la portée de... bon, tout le monde peut le faire, raconter une histoire. C'est ce moment-là où, assez magique, où vous avez la sensation que vous faites de la musique, que vous jouez d'un instrument. Ça, c'est fabuleux. Et justement, j'ai l'impression aussi que dans vos mots, dans vos romans, le mot a une note musicale au-delà du sens. Je trouve que vous traversez le sens. Vous essayez peut-être de traverser le sens. Je ne sais pas si je l'ai bien interprété, mais on sent que le mot pour vous n'est pas qu'un mot, il est aussi une note, c'est évident. Mais comment ça se traduit dans la tête d'un auteur finalement? Comment vous arrivez à la transposer? La musique, on entend souvent des écrivains dire qu'ils écrivent en musique, qu'ils aiment avoir du rythme, qu'ils travaillent également en musique, mais concrètement, comment ça se traduit? Quelles sont les sonorités? Est-ce que vous jouez avec les sonorités, avec les syllabes? Comment ça se traduit dans votre tête? Ah oui, vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. C'est comme, alors, je suis pas musicien, je pense que j'aurais rêvé d'être musicien, ça aurait été des grands regrets de ma vie, c'est de ne pas avoir joué d'un instrument. Mais voilà, essayer de faire une espèce de symphonie comme ça qui tienne de bout en bout avec des mots. Et avec des mots dont enfin, c'est pas forcément la place qui est prévue qui prévaut. C'est-à-dire, voilà, sujet, verbe, complément, ça fait du sens, etc. Ça fait tac, 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 tac. Moi, j'aime bien que c'est tac, 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 tac. Vous voyez, quand c'est vraiment un rythme très personnel. C'est pour ça que j'aime autant McCarthy, par exemple, comme McCarthy qui a une musique que vous reconnaissez immédiatement, ou Giono, par exemple.
je sais où je suis tout de suite. Je sais, ils me font entrer dans leur atmosphère par leur propre musique. Voilà. Et j'adore aussi les accidents. C'est-à-dire que moi, des fois, je me laisse embarquer, pas par l'histoire, mais par la musique des mots. Ce qui fait que ça n'a pas forcément de sens, ou je le découvre plus tard. Mais cette musique, finalement, m'amènera, est nécessaire à m'amener à quelque chose de concret dans l'histoire. Et ça, c'est assez. Ça, je m'en rends jamais compte quand j'écris, en fait. Je me laisse embarquer. C'est le lendemain quand je relis ce que j'ai écrit. Ah, ce que je n'avais pas compris la veille se met à prendre du sens. Et ces mots-là, qui ne sont pas forcément à leur évidente place, ou ce mot-là qui n'est pas forcément euh, utilisé, j'allais dire à bon escient, mais c'est pas ça. C'est qu'il n'est pas forcément utilisé de la manière dont on l'utilise habituellement. C'est-à-dire personnifier des choses ou des végétaux, etc. Et faire la même chose avec des végétaux, c'est-à-dire enfin, les humaniser et puis euh, organiser, au sens organique, la roche, par exemple, etc. J'aime bien que ce truc-là de Schopenhauer, que nous sommes aussi la nature, ce tout-là qui fait que la Terre est plus importante que tout le reste. Et j'aimerais qu'on parle évidemment du personnage d'Elias parce qu'il a un rôle traversant évidemment au regard des deux romans. Vous dites que ce n'est ni un héros ni un anti-héros, et c'est vrai, vous écrivez ça, et je trouve que c'est extrêmement juste, mais c'est aussi un personnage nu, finalement, un personnage qui démarre sans rien. Quelle était l'intention derrière justement ce dénuement quand on parle d'un personnage dont on ne sait rien et qu'on construit petit à petit? Je trouve que ça traverse aussi un petit peu vos romans. Vous avez souvent des personnages qui sont dénués de chair, dénués de matériaux dès le début et ensuite on arrive à comprendre, à questionner et à imaginer. Ah, c'est très juste. Euh, ouais, je suis enfin, depuis que je suis gamin, j'observe. Et ben, il y a l'enveloppe qu'on donne à voir. Voilà, c'est une espèce de. Et, et cette enveloppe, elle ment. Et moi, je me souviens d'avoir lu Simon. Voilà, Simon, il vous révèle rien. Vous savez pas? Vous savez pas le personnage là que va rencontrer tel ou tel, s'il est grand, petit, blond, brun. Vous savez pas au début. C'est comme dans la vie en fait. Les personnages, vous leur construisez quelque chose. Vous les connaissez pas au début. Et moi, en fait, je ne les connais pas plus que vous quand je me mets à écrire un roman, ces personnages-là. Elias, je ne le connaissais pas plus que vous. C'était un vagabond, effectivement, qui avait été élevé par des Amérindiens, enfin, des descendants des Nez-Percés. C'est pas ses vrais parents, etc. Et moi, je le découvre en même temps. Je me mets à l'aimer, mais j'aurais pu le détester, comme je déteste d'autres personnages. Je n'en sais rien. Et c'est comme dans la vie, en fait. On découvre petit à petit. Je n'aime pas quand j'ouvre un roman, qu'on me dise tout du personnage tout de suite. C'est-à-dire, voilà, voilà, je vous le livre tel qu'il est, physiquement, psychologiquement. Non, c'est pas comme ça dans la vie. On découvre petit à petit. Et on découvre les forces, les faiblesses, les failles. On découvre tout. Et on est admiratif, déçu, etc. C'est comme dans la vie. Et quel bonheur de découvrir Elias au fil du temps. En effet, vous nous laissez des pistes, vous nous laissez des creux, vous nous laissez un petit peu finalement creuser notre imagination. Et je pense que chaque lecteur aura aussi son interprétation d'Elias. Mais ma question étant, euh, le tome 1, pur sang, aurait très bien pu s'arrêter là. Tant il est extrêmement dense, tant il est révélateur de secrets, tant il est révélateur d'identité, de patrimoine. Finalement, il est d'une densité telle. Est-ce que vous aviez imaginé qu'il y allait avoir un deuxième tome, dont on parlera juste après Monde, qui est peut-être un petit peu moins révélateur, un petit peu plus doux, un petit peu plus regardant sur la nature, peut-être davantage sur le côté nature writing? Comment vous avez imaginé cette suite, puisque vous disiez que vous n'aviez pas de plan et que les personnages vous accompagnaient au fil de l'écriture, finalement, est-ce que finalement Elias, il avait plusieurs pistes dans sa vie? Est-ce qu'il avait plusieurs destins qui s'offraient à lui en tant qu'écrivain après l'écriture du tome 1?
Oui, décidément très pertinent. Oui, pour moi, ça se terminait. Pur sang, c'était fini. Voilà, bah, j'allais révéler quelque chose. Je me tais, mais ça se termine. C'est-à-dire, on peut très bien s'arrêter là, comme vous le dites. Et puis, mais moi, j'en avais pas fait. Je me suis très vite rendu compte que j'en avais pas fini avec lui, avec ce personnage-là. Euh, mais c'était pas prémédité vraiment. Euh, et puis, je l'aime bien, je crois, en fait. J'aime ce type. Ça Euh, se sent. Ça se c'est pas quelqu'un que j'aurais forcément aimé être, mais je l'aime beaucoup. Et, et, et quand j'essaie de pas dire de choses, justement, euh, parce que c'est difficile de parler d'après-monde sans révéler, mais quand, ah là là, Alors, ce qu'on peut faire, quand il retourne dans le Montana, bon, on peut le dire ça, il voilà, retourne dans le Montana, ça on le sait. Voilà. Bon, il a quand même laissé les dépouilles de ses parents adoptifs et puis une femme. Une une- femme qui lui avait lancé un défi et ce défi, il l'a perdu. Voilà. Et j'adore moi, tous les grands livres partent d'un problème de choix, c'est-à-dire le choix de l'homme ou de la femme. En l'occurrence, là, c'est le choix de l'homme. C'est comme ce type dans Mon ce pays n'est pas pour le vieil homme, vous savez. Il est en haut de la colline, il vise une antilope, il la blesse et il la poursuit. Et il tombe, il la poursuit jusqu'à une espèce de charnier où il y a des trafiquants de drogue qui se sont entretués et il a le choix, là. Il est en haut, il a le choix. Soit je descends voir ce qui s'est passé, soit je m'en vais. Je m'en vais. Bon. L'humain par nature est curieux et voilà. Et il va descendre. Et toute l'histoire, sinon il n'y a pas d'histoire. S'il n'y a pas de choix, s'il n'y a pas de mauvais choix, il y a pas de grand roman s'il n'y a pas de mauvais choix, hein. Les bons choix font de très mauvais livres. Donc voilà. Et donc cet Elias, il a le choix. Il a le choix de ne pas aller chez les Drums récupérer son cheval, enfin, de ne pas rencontrer Elisa au moment où il va récupérer son cheval. Il a ce choix-là de ne pas la rencontrer. Mais voilà, peut-être qu'il ne va pas faire le bon choix. Lui non plus. J'aimerais qu'on parle évidemment des Amérindiens, puisque au-delà de toutes ces rencontres qu'on a pu organiser, on a rencontré beaucoup d'Amérindiens, beaucoup d'auteurs, Inuits notamment. Et on s'est aperçu en effet qu'on ne connaissait pas du tout cette histoire, pas du tout ces peuples, au-delà des pensionnats, au-delà des réserves. On a découvert véritablement un monde depuis 4 ans par rapport à ce peuple-là, et je trouve ça véritablement, en tout cas, je trouve que c'est vraiment une très belle chose qu'un non-amérindien parle d'eux. Euh, Étant donné qu'aux USA, l'appropriation culturelle est un immense sujet, je suis ravi que Frank Buis écrive aussi sur ces Amérindiens. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a aussi une volonté pour vous de témoigner avant que cela ne disparaisse. En tout cas, même pour ces personnages-là, on a l'impression qu'il y a cette volonté de faire revivre un petit peu et de recréer une passerelle culturelle pour comprendre aussi ce qui s'est passé de manière historique. On apprend certaines choses, en effet, dans les deux romans, notamment sur ce génocide, évidemment, qu'on connaît peut-être un petit peu plus, mais cette tribu des nez cassés et les tuniques bleues on aurait pu connaître à travers certaines bandes dessinées, mais pas que. Euh, J'aimerais que vous nous parliez d'eux, finalement. Est-ce que vous êtes allé aussi sur ces terres-là? Est-ce que vous avez respiré cette air, cette odeur? Parce que vos deux romans, ils sont clairement imprégnés de ce souffle. Et je pense que vous n'êtes peut-être pas allé, mais si c'est pas le cas, vraiment, chapeau à vous, parce qu'on a l'impression que vous y êtes allé et que vous êtes en totale immersion dans ce monde-là. J'y suis allé. J'y suis allé. Oui, mais ça fait très très longtemps que je lis et que ça monte. Mais voilà, effectivement, il y a eu l'idée de témoigner de quelque chose. Mais moi, un petit témoignage par rapport à... C'est un peuple il y avait pas de tradition écrite. Il y avait pas d'écriture. Il reste pas de documents de leur histoire. C'était des petites nations qui n'étaient pas fédérées. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été vaincus euh, avec cette facilité-là. Euh, mais voilà, il y a quand même les seuls à avoir
amené comme ça, à avoir parlé de ce grand génocide, il y a quelques Amérindiens, des descendants d'Amérindiens, je pense à Dan Brown et son magnifique euh, enterrement en chœur à Wounded Knee. Et puis il y a aussi Ne vends jamais les autres de ton père et de ta mère. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Il y a Wagamès qui a écrit un très beau livre. Euh, euh, et puis il y a Edward Sheriff Curtis, un blanc qui ressent l'urgence au début du XXe siècle d'aller photographier, d'aller les photographier. Et j'ai eu la chance de voir aux États-Unis les quelques photographies de Curtis. Et je vous assure que c'est une émotion incroyable. C'est-à-dire de voir ces humains qui sont en train de crever dans des réserves, euh, mais qui, pour l'occasion, ont revêtu leurs vêtements d'apparat, etc., et qui posent dignement. Et aujourd'hui, on a ces photos-là qui existent. On a ces témoignages-là de cette époque-là, puisque aujourd'hui, ils ont été quasiment totalement assimilés, euh, euh, vaincus par la maladie, par l'alcool, par tout ce que... mais voilà. Et donc, moi, cette révolte-là que j'ai ressentie de ce peuple-là, de ce génocide parfaitement assumé, un des rares génocides qui est réussi dans l'histoire de l'humanité, où on a éliminé toutes les nations indiennes. Euh, je n'avais pas prévu que j'écrirais un jour un livre là-dessus, mais c'est lorsque j'ai découvert l'histoire de ce peuple-là, de Chef Joseph et des Nez-Percés, des rêveurs, je trouvais ça très joli, ce peuple-là qui vivait en Oregon, et puis qui a décidé, contrairement à la plupart des autres nations, qu'on a parqué dans des réserves et qui y sont restés, lui, il a dit non, non, je, je vais aller au Canada rejoindre Sitting Bull. Et il a pris son peuple sous le bras. Ils ont déjoué l'armée américaine sur des milliers de kilomètres avant de se faire massacrer à quelques kilomètres. Et c'est là où la littérature est intéressante, c'est que moi j'ai sauvé des nez percés. J'ai sauvé des nez percés et je les ai rapatriés dans un coin perdu du Montana que j'ai appelé Eden Creek. Voilà. Ben, j'ai sauvé des nez percés. Je trouve ça bien, non? Ouais, c'est plutôt en effet une bonne chose. Vous écrivez d'ailleurs dans Pur Sang, le problème des Blancs, c'est qu'ils n'écoutent pas. Ils n'ont jamais appris à écouter les Indiens. Alors je doute qu'ils écoutent la voix de la nature. Ça, j'ai trouvé ça une fois de plus extrêmement pertinent parce que c'est vrai, c'est aussi un appel finalement à la terre. Et là, les deux couvertures, le premier en tout cas, fait appel à la terre aussi. Euh, mais est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, finalement, on n'écoute plus rien, on n'écoute plus l'autre, on n'écoute plus la terre, mais on n'écoute plus non plus autrui, on n'écoute plus celui qui est en face de nous pour une certaine contradiction, et le débat se ferme instantanément. Est-ce que c'est aussi une raison d'écrire pour vous, de dire, d'écrire et de faire connaître aux autres? Oui, bah oui, la réponse est dans la question. C'est la stérilité de beaucoup de ce qu'on appelle la conversation, quoi. Où l'autre ne vous écoute pas. Il est déjà alors soit en deçà, soit au-delà de lui-même. Mais c'est pas, ça fait vieux con, quoi, de dire ça, mais on n'écoute pas. On n'écoute pas. Puis ça demande un effort d'écouter. Parler, ça demande aucun effort. Aucun. Aucun. La logorée, comme ça, c'est bon. On suit sa pensée, son flux mental. Non. Mais écouter, c'est quand même autre chose. Euh, bah, c'est peut-être pour ça aussi que je me suis retiré dans un coin plutôt paumé où alors je vis pas en autarcie, j'ai des amis, tout va bien, hein. Mais j'ai un immense bonheur à tous les jours aller derrière chez moi, me promener dans les forêts, le long des rivières, etc. Je sais pas, il y a quelque chose bah oui, qui me parle, qui parle à mon sang, quoi. Vraiment, ça m'irrigue. Ça m'irrigue. Je ressens une espèce de bonheur comme ça, à être dans cette nature-là. Voilà, mais parce que j'y suis né aussi, hein. Je serais né en ville, je ne fonctionnerais pas de la même manière, évidemment. Mais il y a une espèce de... Ça m'apaise. Voilà, ça m'apaise, ça me
le problème justement d'écouter et puis d'observer, c'est que vous, vous arrivez même à culpabiliser de ce qui se passe, même ce dont vous n'êtes pas responsable. Et c'est-à-dire, on prend, là, vous savez, c'est comme le personnage de Stephen King dans La Ligne verte, là. Bien d'accord. C'est un peu ça. Moi, ouais, c'est assez agressif. Euh, donc voilà, donc lâchement, je me retire bien souvent de ce monde-là que j'avoue plus beaucoup comprendre, ouais. Plus bien comprendre. Non. Et justement, dans ce deuxième tome, Apromonde, la nature joue un rôle essentiel, notamment par sa destruction, mais aussi par sa construction, finalement. Quel rôle la nature a pour vous en tant qu'écrivain? On a compris qu'en tant qu'homme, c'est évidemment essentiel pour vous, mais en tant qu'écrivain, qu'est-ce qu'elle vous apporte dans ses propres racines, dans son irrigation, vous en parlez à l'instant, mais est-ce qu'elle vous apaise? Est-ce qu'elle vous met en colère? Qu'est-ce qu'elle a comme rôle finalement, comme rôle prescripteur d'écriture? Ah, alors, c'est pas un personnage pour moi, la nature, mais alors, c'est un support émotionnel, c'est-à-dire ça, ça nourrit mes émotions. Voilà, vraiment. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer un personnage qui n'est pas dans dans un milieu que je connais évidemment, dans un milieu naturel. Et donc, toute la scène prend forme et tout est, le personnage comme tout ce qui est autour se nourrit de cette terre-là, vraiment. Parce que j'ai l'impression quand j'écris, il y a une espèce de connexion tellurique avec la terre. Et pas, voilà, je vis en Corrèze, mais je pourrais ressentir la même émotion dans les Vosges, dans les Pyrénées, etc. C'est une connexion à la terre. C'est pour ça que je suis pas un écrivain corrézien. Je suis pas un écrivain, je suis un écrivain de la terre, vraiment. Je pense que mes bouquins, vous pouvez d'ailleurs, celui-ci en particulier, mais Grossir le ciel qui se passe dans les Cévennes, il aurait pu se passer dans les Vosges ou en Corrèze ou dans l'Ardèche ou dans le Montana, peu importe. Je pense que les humains qui vivent sur ce socle-là fonctionnent à peu près tous de la même manière. Ils sont, ils ont les mêmes rapports humains et ils sont à peu près tous rabotés de la même manière au fil du temps. Et j'ai eu Et c'est vraiment l'impression, un rapport émotionnel, moi, que pardon. j'ai. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui me nourrit. Mais j'ai pas de. euh, je le construis pas, en fait. Je le construis pas. Ça se nourrit très naturellement. Alors justement, j'allais revenir sur l'universalité finalement de vos personnages. Je trouve que là aussi, même s'ils sont dans une niche parfois, vous arrivez quand même à avoir des personnages extrêmement singuliers et à la fois très collectifs. Est-ce que c'est ça le pari finalement d'un bon écrivain, d'arriver à ce que chacun, ou en tout cas le plus grand nombre, arrive à ressentir des choses qui lui sont parfois totalement étrangères dans le caractère de certains personnages? Ah ben, j'en sais rien si c'est le propre. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que les écrivains que j'aime, moi, c'est ceux qui vous prennent un timbre-poste et qui vous amènent dans les étoiles. Un timbre-poste, j'entends au niveau géographique, hein, un petit comté, un petit village, et puis voilà, ça se déploie et ça devient universel. Ça, c'est voilà, le petit comté du Octapanafa qui devient quelque chose ou un petit coin du Danemark qui devient Hamlet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tellement le lieu finalement qui devient important. C'est voilà, pourquoi aujourd'hui Shakespeare nous parle autant, parce qu'il parle des passions humaines. Et les passions humaines, elles sont intemporelles, universelles, tout ce que vous voulez. Et le talent fait le reste, quoi. Donc Mais oui. pour vous, c'est davantage les personnages qui façonnent le lieu et non pas l'inverse. Ah oui, ça nous ramène à la nature. Tout à l'heure, on parlait de ce qui me révolte, la nature. Effectivement, il y a des choses qui me révoltent autour de moi. Voilà, je l'écris souvent dans des chroniques que je fais régulièrement pour un groupe de journaux, là, une page du dimanche. Euh, mais la planète, elle s'en sortira, vous inquiétez pas, hein, on aura disparu, elle s'en sortira très très bien, hein. C'est elle qui gagnera à la fin, hein, ça j'en suis persuadé. Un abruti jeter une canette de Coca-Cola par la fenêtre de sa voiture, ça me révolte. Ouais, ça me révolte. Je ne peux pas faire sans m'arrêter, puis la lui rebalancer dans sa voiture, quoi. C'est un truc, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. Ou jeter un mégot par sa fenêtre, hein, bon, bref, ou de faire des coupes rases aujourd'hui, voilà, avec le prix du bois, là, autour de chez moi, il y a des coupes rases avec des abatteuses monumentales euh, qui vous, euh, qui vous rasent 2 hectares de chêne en une journée, quoi. Donc oui, ça me révolte. Mais ça va être mon côté idée fixe, ça, ouais. Euh, mais voilà, moi, le seul moyen que j'ai de me révolter, c'est de le mettre dans mes livres. Bon, bah, évidemment, vous comprenez pourquoi je vous parle de ces coupes rases, etc., puisque c'est un lien direct avec Apromonde, évidemment. Euh, et finalement, j'essaie de venger parfois ce qui ne peut pas se venger seul. Ça se comprend. Est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un premier extrait, Franck, Alors, en essayant de contextualiser un peu, mais sans trop en c'est- dire. c'était un peu compliqué, donc j'ai préféré prendre le tout début d'Apromonde, qui va pas révéler grand-chose, je ne vais pas aller très loin, mais voilà, Elias retourne chez lui, là où il a vécu enfant. Elias traversa Rock Bridge et prit la route menant à la vallée. Il emprunta une piste défoncée par les pluies et le passage des engins de débardage, puis bifurqua sur le chemin qui se terminait en cul-de-sac. Il avança jusqu'au bout et gara le pick-up. Derrière le pare-brise, il observa un moment ce lieu familier, descendit, parcourut à pied le disque quasi parfait de la clairière, embrassant du regard tout ce qui lui avait appartenu et qui ne lui appartenait plus. La propriété de ses parents, qu'il avait vendue au drum avant de se rendre en France. La cabane en rondin, également, si bavarde de souvenirs. Parvenait de lattes de robinet calibrées et dégauchies de ses propres mains. Il s'avança dans cette allée qu'avait entretenue Mamatoussa, désormais recouverte de mousse et piquetée d'armoises desséchées. Il monta les 3 marches jusqu'à la galerie. Le cadenas était toujours en place. Il glissa une main dans la fractuosité située au-dessus du chambranle de la porte, et toucha du bout du doigt la clé sertie dans la petite cavité. Un ressac d'émotion le bouscula. Il se concentra sur sa respiration. Il saisit la clé et la fourra dans une poche de sa veste, se laissant gagner par les odeurs de sève et d'humus. Au loin, un pic saupoudrait le fût d'un pain à coups de bec. Elias n'entra pas, pensant que seul un homme absent d'un lieu est en capacité d'imaginer que les choses puissent changer d'elles-mêmes, mais que, confronté à la réalité, il n'y a que cet homme-là pour accomplir ce qui lui semble devoir être accompli. Il n'en voulait pas à papa et maman tout ça, mais c'était la maison du mensonge. Il se moquait de savoir qu'elle appartenait désormais au drum. Il s'assit sur le bord de la galerie et balança ses jambes dans le vide. La maison derrière lui, le silence contre lui. Un roitelet émergea dessous le plancher, sautilla un moment, décolla et s'éloigna d'un vol saccadé, à la recherche d'un insecte perdu ou de graines oubliées. Dans un avenir proche, la neige allait tout effacer. Merci Franck. Alors justement, papa et maman, tout ça, j'ai trouvé, ont un rôle encore plus important dans l'après-monde parce qu'ils sont convoqués finalement. On a l'impression qu'ils sont davantage convoqués en tant que morts qu'en tant que vivants. J'ai trouvé ça quand même très surprenant finalement. Racontez-nous ce qu'il se passe derrière ces deux personnages-là. Est-ce que c'est un attachement particulier à eux, comme à Elias, qui vous a fait faire, entre guillemets, revivre ces deux personnages-là dans l'après-monde? Vous savez, les morts sont les invisibles, ils ne sont pas les absents, hein. Ils sont très très présents. Et pas que les. Bah, évidemment, c'est tous ceux qui nous ont élevés. Euh, ouais, pas parler de l'histoire de chacun, mais moi dans mon histoire à moi, les disparus sont très très présents. Et je ne suis pas un mystique, etc. Mais c'est assez. Et donc je m'en étais pas rendu compte en fait. Mais c'est vrai qu'il traverse beaucoup plus l'histoire que dans le premier volume. Mais pour une autre raison aussi, c'est que Elias était en quête de ses véritables origines. C'était la maison du mensonge, comme il dit là. Mais sa véritable culture, c'est-à-dire ce qu'il avait
ce qui l'a, ses fondations, son éducation, tout ça, c'est amérindien. Et donc, comme vous le dites, il les convoque fréquemment. Papa Toulsa, même le convoque à un moment donné, dans une scène, voilà, il fait appel à sa mémoire. Mais comme on convoque les morts, évidemment, ou qu'ils se rappellent à nous constamment. Ça, c'est, et puis, je sais pas, ça fonctionne comme ça. Très bien. Et alors justement, par rapport au secret, puisque c'est quand même une thématique qui évidemment innerve totalement votre œuvre, ici il y en a beaucoup, notamment dans Pur Sang, un petit peu moins peut-être dans Après-Monde. Est-ce que c'est votre amour des feuilletonistes du 19e siècle qui vous fait tant adorer le monde des secrets? Oui, certainement. Certainement, ça c'est sûr que le mystère, le secret. Et puis après, moi, je viens d'un monde de secret où tout est caché. Donc, évidemment, quand mon petit monde de secret rural rencontre Alexandre Dumas ou Victor Hugo, tout va très bien. Je ne fais que nourrir mon imaginaire avec ces auteurs-là. Mais effectivement, moi, j'ai une éducation comme ça, j'ai une culture comme ça où on ne dit pas les choses. Voilà, on ne dit pas les choses. Donc, ben, ça laisse libre cours à tout, et notamment à vous engouffrer comme ça dans le probable. Et le probable n'est jamais sûr. Et d'ailleurs, il n'est jamais la vérité. Là, mais c'est comme bah, les livres sont des grands mensonges, hein, puisque les livres ne sont que des ersatz de souvenirs comme ça qu'on se fabrique plus ou moins, que notre mémoire se fabrique, mais tout est mensonge. Les écrivains sont des grands menteurs, évidemment. Ça n'a aucun intérêt de prendre une réalité et d'essayer d'aller au plus près de cette réalité-là. C'est comment on la déforme. C'est comment Van Gogh plie les couleurs pour faire ces ciels-là ou ces jaunes-là, etc. C'est ça qui est intéressant parce que c'est le, finalement, c'est un fragment de réalité qui est passé par les filtres des émotions et de tout le vécu d'un humain. C'est ça. L'art, c'est pas autre chose que ça. Et Elias se demande d'ailleurs s'il n'aurait pas voulu ne pas savoir finalement. La question de la révélation du secret, elle est importante aussi dans sa quête identitaire. Alors dans Pur Sang, évidemment, les événements se succèdent tellement vite que je pense qu'il n'a pas forcément le temps de réfléchir à ce secret-là, ou en tout cas à devoir l'encaisser ou non. Mais dans Après-Monde, on a l'impression que il réfléchit quand même beaucoup à cette révélation de secret qu'il aurait préféré peut-être ne pas savoir. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Ah oui, mais c'est trop tard. Eh oui. Peut-être qu'une fois qu'on sait, on peut préférer ne pas savoir, mais n'empêche que ben, le pire pour quelqu'un, c'est quand même de ne pas avoir d'identité, de ne pas connaître son identité. Lui, à partir du moment où même Toulsa lui met sous le nez une adresse, la Croix du Loup, et qu'elle lui dit qu'ils ne sont pas ses vrais parents, ben, qu'est-ce que fait n'importe qui? Ben, il va voir. Il va voir, et là, effectivement, il va découvrir une histoire assez incroyable. Mais après, on peut regretter, mais c'est trop tard. Et puis de toute façon, il vaut mieux regretter que d'être dans le doute, parce que vous vivez toute la vie dans ce doute-là, mais qui étaient ces deux monts verts? Euh, donc, non, là, dans cette optique-là, à mon avis, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. On lui a pas donné le choix en tout cas. Non, non. Ben, il aurait pu l'avoir. Je vais pas en France, mais non, ça, on ne fonctionne pas comme ça, c'est pas possible. On est obligé. Voilà, il n'y a rien de pire, voilà, encore une fois, qu'un humain sans identité. Un humain sans identité ne peut pas se construire, c'est impossible. J'ai un personnage. On dit parfois d'Edmond dans Né d'aucune femme que c'est un lâche, etc., le palefrenier. Non, ben, je ne suis pas d'accord, quoi. C'est un personnage à qui toute sa vie on a dit qu'il n'était personne. Voilà. Qu'est-ce que vous faites quand on vous dit que quand vous n'êtes personne? Qu'est-ce que vous faites? Quelle capacité de réaction vous avez? Ben, vous êtes un vague ectoplasme, comme ça.
Il y a dans les deux romans des interludes, finalement. Dans Pur Sang, il y a ces incantations presque musicales, poétiques des Indiens à Hidden Creek. Dans Âpre Monde, c'est ces allers-retours avec 1885, cette fin du 19e. Pourquoi justement ne pas avoir conservé ces incantations? Qu'est-ce qui s'est passé justement entre les deux romans par rapport à ces interludes qui sont si importants finalement, qui permettent d'avoir une connaissance déjà générale, une connaissance quasiment omnisciente du sujet, mais ça donne aussi un rythme supplémentaire au récit. Comment vous avez travaillé la matière par rapport à ces interludes? Alors ça a été très évident, en fait. Très évident. Bon, d'abord, dans le premier volume, puisque c'est la fuite, c'est-à-dire les guerriers nez percés protègent la fuite de quelques fuyards, femmes, enfants, vieillards, etc., qui vont rejoindre Eden Creek. Donc, c'est ces passages-là qui retracent cette fuite dans la neige jusqu'à cette vallée perdue. Et puis finalement, j'ai même pas réfléchi dans le volume 2 puisque en fait, ça démarre quand ils arrivent. C'est-à-dire, c'est un personnage extérieur qui observe leur arrivée. Et lui, qui est un déserteur. J'en dis pas plus. Déserteur de la guerre de sécession. Et finalement, ça collait parfaitement. Il avait une autre vision, et puis voilà, j'en dis pas plus, mais quand vous lisez, vous apercevez en fait que tout se croise. Dans le 3, je ne sais pas encore. Je sais Ah, pas encore. tout à l'heure, vous avez dit que le Et 3 puis, il y n'existait avait ce pas. personnage de Marcus, c'était écrivain. Pardon? Je disais que tout à l'heure, J'ai pas compris, pardon? Vous avez dit? pardon, vous disiez tout à l'heure que le 3 n'était pas forcément encore dans votre tête, mais vous venez quand même de dire qu'il y a quand même une possibilité qu'il y soit. Je suis sûr qu'il y aura des intermèdes pareils, de la même manière. C'est-à-dire des fragments comme ça, je ne sais pas à quelle époque ils se passeront, mais il y aura forcément un lien avec les Indiens, avec les nez percés, ça c'est sûr. Ça ne peut pas être autrement. Et puis voilà, ces personnages, ça m'a beaucoup plu, ça de faire revenir ce descendant de cet ancêtre de Marcus, euh, de Ronald Marcus, qui est un écrivain qui a écrit un best-seller, qui est installé dans la vallée, et que ce fameux déserteur soit un ancêtre de ce personnage-là, tout collé finalement. Est-ce que vous considérez que... Alors moi j'ai trouvé qu'Apromonde était peut-être votre roman le moins noir. Est-ce que c'est une sensation? Qu'est-ce qui s'est passé aussi pour que le registre noir, alors on vous a souvent catégorisé en tant que polar, moi j'aime pas trop les cases, mais polar, thriller, parfois roman noir. Personne ne savait parfois, notamment à N'est d'aucune femme, il y a eu quand même beaucoup de discussions par rapport à la classification qu'un libraire aurait dû avoir pour ce roman-là. Pour moi, il n'était dans aucune case, mais et parfois il y a un côté pratique. Mais là, j'ai trouvé que ce roman, il aurait pu être totalement classé en nature writing sans aucun problème. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'écrivain, justement, pour s'adoucir, entre guillemets, s'adoucir, je dis bien, mais est-ce qu'il y a eu une fracture, ou en tout cas une fissure dans la tête de Frank Buis? Non, non, je sais rien, j'en sais rien, mais vous savez, c'est très lié à, c'est très organique. Moi, je dis c'est très organique quand j'écris. Donc, c'est sûrement lié à des moments de vie où je sais pas, où vous posez peut-être plus. J'en sais rien. Je sais pas s'il est plus noir, moins noir. C'est marrant parce que moi, quand j'ai fait d'aucune femme ou Glaise, j'ai pas l'impression que ce soit si noir que ça. Si, après, en discutant, effectivement. Mais ça, c'est comme l'histoire des cases. Je suis incapable de vous dire. Moi, je j'ai jamais lu de genre particulier. Je me suis nourri de tout ce qui me passait sous les yeux, peu importe, tant de la poésie que du roman qu'on peut dire noir ou du roman classique, quoi. Parce que c'est assez nouveau, cette classification. Au 19e siècle, on ne parlait pas de roman noir ou de roman policier au sens, voilà, on ne disait pas que Les Misérables était un roman noir ou Le Comte de Monte-Cristo un roman policier. On s'en moquait un peu. Mais donc moi, comme j'ai été, je n'aime pas du tout du monde des lettres, j'ai une culture complètement éclatée de tout ça, je dois être un romancier transgenre. Très bien. Très bien, c'est un bon mot, en effet. Ce que j'aimerais aussi évoquer avec vous, c'est l'affrontement finalement de deux mondes dans Âpre Monde. L'affrontement de deux hommes, évidemment, puisque
Elias va, alors je ne sais pas si on peut dire convoiter, peut-être pas, parce qu'il se fait convoiter par Elisa. Euh, un affrontement un petit peu plus profond aussi, au-delà de ces deux hommes, un affrontement de la nature, de l'accumulation de matériaux en face du dénuement total, le paraître finalement et un petit peu l'être versus l'être, le matérialisme et le côté spirituel. Il y a quand même beaucoup d'affrontements au-delà de ces deux hommes, de ces deux figures masculines. Il y a quand même un affrontement de société, un affrontement sociétal, j'ai eu l'impression. Oui, 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 oui. Alors, je vis pas dans le dénuement, je défends pas ça, c'est pas ça du tout. C'est plutôt un rapport, et j'ai rien contre la richesse, voilà, plutôt le rapport à la puissance, c'est-à-dire au pouvoir. C'est-à-dire quand on utilise le pouvoir pour faire le genre d'acte que peut commettre Caril Drum, par exemple. Bon, dans quel est le but de tout ça? Quelle est l'ambition? On peut avoir de l'ambition, mais elle ne doit pas se faire au détriment de son environnement, des humains qui vivent autour de vous, etc. Ça, il y a aussi une révolte de ce côté-là. Euh, euh, après, le, la connexion à la nature telle que... oui, parce qu'on m'a dit, par exemple, si je veux, si je sais plus, les lecteurs me disent, si on veut construire une cabane au fond des bois, c'est pas de problème, on prend à Prevent, mais on sait comment construire une cabane au fond des bois de façon très précise. Euh, mais c'est pas j'ai pas envie de vivre comme ça, mais je peux me retrouver là-dedans. Je peux me retrouver là-dedans. Et l'affrontement, moi, je peux le faire dans un livre et je peux faire en sorte de choisir le vainqueur. C'est vrai, c'est vrai, c'est Mais vrai, c'est pas forcément le vainqueur évident pour le bien sûr. lecteur. Bien sûr. D'ailleurs, dès le début du livre, il y a quand même un acte fondateur, c'est le fait que Elias brûle son passé finalement. Et je trouve que l'expression est forte. Brûler son passé, c'est quand même quelque chose de fondamental et d'arriver à en tirer un trait total ou presque. Qu'est-ce que ça dit finalement d'un tel personnage? Parce que la première chose qu'il fait, c'est ça quand il revient chez lui. Ça dit du personnage qu'il est bien jeune pour croire qu'on peut brûler son passé. C'est tout ce que ça dit. C'est une bonne réponse, en effet. J'aimerais que vous nous parliez peut-être de, je demande toujours à chaque auteur de choisir un auteur méconnu, un auteur qu'il aimerait remettre au goût du jour, et ça peut faire partie de certaines influences littéraires. Qui avez-vous choisi, Franck? J'étais bien embêté parce que j'ai trois livres là qui sont On vous à offre la côté de moi là. possibilité Mais d'utiliser oui, les oui. trois. Bah, il y a un auteur que j'adore vraiment, qui est pas très connu, mais bon, qui est contemporain, qui s'appelle Peter Stamm. Je sais pas si vous connaissez. Chez Gallmeister. Non, chez Non? Bourgois. Ah, Voilà, chez Pourquoi, pardon, autant pour moi. chez Bourgois. Euh, euh, c'est un Suisse. Et si vous n'avez pas lu l'un l'autre, je vous conseille de lire ce livre-là. À l'heure où on parle beaucoup de simplicité dans l'écriture, voilà, c'est très compliqué de faire simple et la plupart des écrivains que je lis aujourd'hui n'y arrivent pas à faire simple, justement. Lui, c'est-à-dire, c'est le problème, c'est pas de faire une phrase courte, c'est qu'elle s'enchaîne pour faire une musique aussi. Parce qu'on peut faire des phrases courtes, mais ça fait pas de musique. Lui, il arrive à vous faire un truc, c'est hallucinant. Ce livre-là est une petite merveille. Et toute son œuvre, comme ça, est très cohérente, je l'aime aussi parce que c'est toujours l'idée du vagabond. Voilà, vous avez ce type-là qui sort fumer une cigarette. Bon, la famille est en train de dîner, finir de dîner, puis il sort fumer une cigarette, puis il marche, il termine sa cigarette, il continue de marcher, il sort du jardin, et puis il ne revient pas. Voilà. Et il intériorise tout ça dans cette espèce de voyage halluciné. Et c'est un livre magnifique. Voilà. Mais j'aurais pu vous citer Shelby Foote, qu'on lit plus beaucoup, pour revenir à la culture américaine et son tourbillon qui était paru chez l'Imaginaire, qui est un livre fascinant. Et puis je défends beaucoup Ron Rosé Saher aussi, qui est réédité au Tripode, qui a pas eu beaucoup de. Mais voilà, L'Ancêtre, qui est un livre étonnant. Mais bon, retenons Peter Stan. Très bien, c'est noté, c'est noté.
Par rapport à ces influences, peut-être, vous êtes évidemment féru de littérature américaine. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans cette littérature-là et de qui vous aimez être le plus proche? Il y a évidemment bon nombre d'auteurs américains et on pense peut-être à Jim Harrison quand on vous lit aussi. On pense à peut-être Pete Fromm également. Qu'est-ce qui vous lie à cette culture, à cette littérature-là? Je sais pas, je me suis senti tout de suite te connaître. Alors, c'était vraiment, moi, la grande découverte, c'était les écrivains sudistes du début du XXe siècle. Voilà, ça a été vraiment un choc. Le choc, il est là, ça a été une révélation. Je dis toujours que c'est les grands écrivains, c'est ceux qui vous donnent la permission d'écrire, c'est pas ceux qui vous empêchent, qui vous écrasent. Moi, je suis pas je suis pas fasciné par Proust, par exemple. Je suis pas, j'ai eu du mal j'ai eu du mal avec Proust. Euh, Parce que ça a un côté, ce rapport à la perfection qui me gêne un peu, comme ça fait Flaubert, par exemple. Voilà, bon, Madame Bovary, chef-d'œuvre, ok. Mais après, moi, cette recherche comme ça, là, j'aime quand ça déconne à des moments, quand c'est bancal, vous savez, et ça se recale, c'est assez miraculeux, voilà. C'est pour ça que j'aime autant Faulkner et puis ils sont tous là. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah si, je sais ce qui s'est passé. Ils ont perdu la guerre, les sudistes. Voilà. Mais il y a un creuset là. Tous les grands écrivains sont là, les hommes et les femmes. Vous avez, je citais Shelby Foote, Thomas Wolfe, Steinbeck, euh, euh, Flannery O'Connor, Carson McCullers. Ils sont là. Ils ont perdu. Il y a une les, les- les- les grands écrivains naissent de la défaite, j'imagine. Mais les Russes, c'est pareil, hein. Les Sud-Américains, c'est pareil aussi, quoi. Il y a l'idée de la guerre derrière. Je sais pas. Il faudrait faire une étude là-dessus. Donc, je sais pas, ça m'a ouvert des espaces. Ça m'a ouvert des espaces littéraires. euh, de partir comme ça de petits. C'était toujours des territoires humains qui m'amenaient vers un autre territoire. Parce qu'au départ, quand vous entrez dans un territoire, dans un livre de Faulkner, vous ne savez pas trop où ça se passe. Vous ne savez pas trop. D'abord, il invente des noms. Il vous brouille les pistes avec les personnages parce qu'il donne le même prénom à plusieurs personnages. Il se moque de vous parce qu'il s'en fout du lecteur, lui. Mais hop, comme ça, il resserre l'entonnoir se resserre comme ça, et puis il vous amène, il vous piège. Euh, Ce tourbillon de Shelby Foot, par exemple, c'est aussi le cas. Donc, euh, mais après, pourquoi c'est ma sensibilité. Certains écrivains ne sont pas du tout sensibles à ces écrivains-là, à ces univers-là, à cette littérature-là, surtout aujourd'hui où l'espace littéraire est un petit peu confisqué par un territoire assez réduit, un territoire humain assez réduit, hein. Je trouve le roman. Moi, j'ai toujours considéré que le romancier devait avancer masqué. Voilà. Donc j'aime les romanciers, j'aime les romans où je ne sens pas l'écrivain derrière. C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que finalement, vous disiez que l'un des écrivains se foutait du lecteur? Est-ce que c'est peut-être pas ça la clé d'un écrivain d'arriver pendant l'écriture, hein, et se foutre du lecteur après, ce serait un peu suicidaire, mais pendant l'écriture, est-ce que c'est pas ça la clé? Se foutre du lecteur et ne pas avoir de limites, ne pas être contraint par des vagues commerciales, par des vagues matérielles finalement. Est-ce que c'est ça la clé pour vous? C'est pas est-ce que c'est la clé. Il y a pas de voilà. Les écrivains que j'aime, ils sont jamais souciés de savoir s'ils allaient plaire aux lecteurs. Et c'est ça qui est génial, génial. C'est quand vous rencontrez les lecteurs, justement, sur quelque chose qui n'était pas prévu, sur quelque chose qui n'était pas prémédité, pas construit, pas spéculant sur l'air du temps, sur des choses comme ça. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et de toute façon, ça, c'est quelque chose que les écrivains, enfin, les écrivains qui comptent pour moi, ils ont décliné la même obsession toute leur vie. Ils n'ont pas écrit le même livre, mais c'était la même obsession toute. Voilà. Avec les mêmes types de personnages.
Mais vous n'avez pas l'impression du tout que c'est le même livre. C'est un petit peu votre description, ça, finalement, Franck. Ah, non, je ne le compare pas, en tout cas, j'ai des obsessions, ouais, c'est sûr. Et Ouais. oui, on n'a jamais l'impression que c'est le même livre, et en même temps, les obsessions, lesquelles sont-elles alors? Est-ce que c'est Ah, l'identité? ça, il faudra me lire. Vous en faites ce que vous voulez, vous, lecteur, mais, non, mais pour en revenir au lecteur, voilà, le plus grand respect qu'on puisse avoir pour un lecteur, c'est de ne jamais penser à lui quand on écrit. Sinon, on ne le respecte pas, justement. On lui ment en essayant de le séduire avec des faux semblants, d'essayer de le surprendre comme ça, de jouer avec lui. Non, 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 on ne joue pas avec un lecteur. On joue pas Alors après, le lecteur, il a le droit de ne pas vous suivre, de pas, c'est pas pour... mais on n'a pas le droit de jouer avec lui. On n'a pas le droit de ne pas être sincère. Là, c'est ma conception, en tout cas, de l'écriture. Les auteurs sont des menteurs, mais par contre, la littérature doit être honnête et sincère. Ah oui, ah oui, oui. Tout à l'heure, on parlait de la nature, mais on n'a pas encore parlé du monde animal finalement, parce que vous écrivez aussi beaucoup sur l'animalité. Dans Pur Sang, c'était la figure du loup. Dans Apremondre, c'est la figure finalement de Modoc, ce cheval qu'il retrouve et qu'il fait tout pour retrouver. J'aimerais que vous nous parliez de ce lien-là à l'animalité. Est-ce qu'elle est importante pour vous? Est-ce qu'elle joue un rôle aussi dans la manière de voir le monde? Est-ce que la nature est aussi importante? Alors, les animaux font partie de la nature, bien entendu, mais est-ce que l'animalité en tant qu'écrivain, c'est intéressant comme thématique? Bah, oui, enfin, tout est interconnecté. Moi, j'ai toujours vécu au milieu des animaux et il y a une espèce de connexion, de relation qui est très particulière en fonction des animaux, justement. Enfin, la plupart du temps, il y a des chiens aussi dans mes histoires parce que ça m'émeut, quoi. Un regard de chien peut m'émouvoir plus que certains regards d'humains. Un cheval aussi, les réactions d'un cheval, voilà, oui, il y a une connexion, quoi. Ça, mais vous l'avez très bien dit, c'est un tout, ça fait partie de la nature, tout ça. De même qu'observer un cerf ou un chevreuil à distance ou des sons. Enfin, voilà, je vis au milieu de tout ça. Moi, tous les jours, je vois ce genre d'animaux, là. Et, et, et après, c'est juste de l'observation, en fait, de savoir comment tout ça, ça fonctionne et de respecter tout ça. Et puis, alors, après, quand je me mets avec, par exemple, évidemment, il y a beaucoup de chevaux là, dans Pur Sang et dans Apremond. Je ne suis pas un cavalier. Mais bon, voilà, je me souviens qu'à l'époque, je m'étais mis à. J'aurais pas pu parler d'un cavalier si je n'étais pas monté à cheval et si j'avais pas ressenti ce qu'on pouvait ressentir sur un cheval. Voilà. Et j'ai découvert cet animal, vraiment, à cette occasion-là. Et j'étais fasciné quand je regardais les westerns, etc. Mais je ne connaissais pas, en fait, vraiment cet animal. Donc ça, j'ai eu besoin de le faire. Autant j'ai pas besoin de me documenter pour écrire un livre, ça, je déteste ça, me documenter pour écrire. La documentation, elle se fait des années avant sans que je le sache. Mais autant pour des réactions physiques, vraiment physiques, ça, j'en ai besoin. C'est intéressant ce que vous dites sur le fait de ne pas trouver un matériau pour écrire. C'est plutôt rare d'entendre ça. On entend souvent des écrivains dire que le matériau fait ensuite le livre. Là, c'est l'inverse. C'est le passé qui nourrit votre matériau d'écrivain. Ah, mais complètement. C'est-à-dire que moi, j'ai une théorie. J'ai une théorie, je pense, enfin, c'est comme ça que je fonctionne. C'est que voilà, il y a quelque chose qui prend appui, qui peut être quelque chose que j'ai vu, lu, entendu, qui se traduit en- pas en douleur, mais je reprends ce mot de révolte, quelque chose qui me prend aux tripes comme ça et qui grandit d'année en année, qui fait que je vais lire des choses, par exemple, que je vais visiter, que je vais voyager, etc. C'est le cas des Indiens, des Nez-Percés. Voilà. Ça fait des années que je lis des bouquins. Je suis allé aux États-Unis, etc. Mais je ne savais pas du tout que j'écrirais un livre sur le sujet. Ou, quand je me mets à me révolter contre la guerre de 14-18, voilà, contre ce grand massacre-là. Et que ouais, à côté de moi, là, j'ai la photo de mon arrière-grand-père qui est juste à côté de moi.
Mais voilà, depuis que j'ai 15 ans, je lis là-dessus. Je lis là-dessus, sans savoir que j'écrirais un jour Glaise. Et puis un jour, clac, ça devient une phrase. Ce qu'il advint cette nuit-là, le ciel seul en décida. C'était prêt. Et je pense que le livre est écrit dans ma tête à ce moment-là. Et je déroule le fil. Je tire le fil comme ça. Et ça devient l'histoire de Glaise, ça devient l'histoire de Joseph, qui n'est pas son histoire, puisque c'est un grand mensonge. Mais je sauve quelque chose de lui, euh, euh, lui qui est mort assez rapidement pendant la guerre. Voilà, mais voilà, il m'a fallu 40 ans pour me documenter sans le savoir, pour être capable d'écrire ce livre-là, comme il a fallu me documenter pendant une trentaine d'années pour écrire Pur sang, Âpre monde, euh, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que Je vous crois que lisez c'est comme ça aujourd'hui? que ça marche. Qu'est-ce que vous lisez Comment aujourd'hui, Franck? Ce que je lis aujourd'hui, j'ai lu 3 Jim Thompson d'affilée parce que je vais écrire une préface pour un Rivage réédite tout Jim Thompson avec une nouvelle couverture. Ils m'ont demandé si je voulais bien écrire une petite préface sur un bouquin. Ça ne va pas vous étonner. Celui que j'ai choisi s'appelle La cabane du métayer. Très bien. Et en Ouais, effet, donc j'ai lu 3 Jim Thompson très là. bien. Très bien. Aurélie, c'est à toi. Bonsoir. Alors, Bonsoir. je reviens sur ce que vous avez dit il y a à peu près 3 minutes 20 sur votre capacité à apprendre dans votre passé, dans votre vécu, de revenir sur des choses qui se sont passées avant. Et du coup, là, ça fait tilt parce que sur les 4 romans que j'ai lus de vous, il y a quand même une violence familiale qui est assez, voilà, moi j'aime ça, donc je ne vais pas dire malaisante, mais c'est assez, ça peut être déstabilisant. Et du coup, je me dis, mais d'où vient cette violence intrafamiliale? Mais je n'ai pas vécu le génocide amérindien. Je n'ai pas vécu la guerre de 14-18. Je n'ai pas vécu de violence familiale. J'ai eu une enfance, voilà, avec des parents tout à fait très taiseux, si vous avez une mère corse, grosso modo. Mais voilà, non. Mais ça n'empêche pas d'être révolté parce que vous n'avez pas vécu, parce que vous avez observé. J'ai vu des choses, évidemment. Donc oui, alors c'est vrai qu'il y a une violence intrafamiliale, mais en même temps, c'est un petit peu la réalité des choses. Les violences intrafamiliales sont évidentes. On parle beaucoup d'inceste depuis 5-6 ans. On parle beaucoup de problématiques entre mari et femme, de violences conjugales. C'est une réalité. Clairement, est-ce que la réalité, finalement, elle est importante quand vous créez? Est-ce que vous arrivez à à vous astreindre à la réalité ou au contraire, l'imaginaire que vous pouvez déployer à travers la nature, à travers des invocations, à travers la magie parfois. Est-ce que c'est ça le matériau le plus important? C'est jamais un point d'appui, la réalité. Jamais, jamais, jamais. C'est toujours une sensation. Une sensation qui va m'amener vers une forme de réalité, mais qui est c'est-à-dire je traduis un souvenir que je n'ai pas vécu. Grosso modo, ça se passe comme ça, vraiment. C'est-à-dire que moi, je j'ai pas vécu, j'ai pas été vendu par mon père à un maître de forge, j'ai pas vu mon père se faire massacrer à coups de masse, parce que j'ai pas vécu tout ça. Alors, et je veux pas comprendre pourquoi cette violence-là me traverse autant. C'est-à-dire pourquoi j'ai besoin comme ça d'extérioriser de produire cette lutte à mort entre l'ogre et puis la Belle au bois dormant. Pour schématiser vraiment, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, j'ai pas trop envie d'y réfléchir, mais forcément, je me retourne un petit peu sur mon histoire, sur ce que j'ai vu. Et j'ai vu des choses, ouais, j'ai vu des choses. Et le fait d'être, peut-être que ma sensibilité fait que je m'imprègne et que ça ne ressort pas. Et ça ne peut ressortir que par l'écriture. Mais sinon, je suis pas capable de, de me, de me libérer de ça par la parole,
par d'autres moyens. Voilà, il y a guère que l'écriture qui peut faire que je me libère un petit peu, sans me guérir, hein. Ça guérit de rien l'écriture, hein. Mais voilà, que je me libère un petit peu, que je libère un peu ma parole comme ça. Une sorte de soulagement? Bah, c'est marrant, non? Non, mais Non, non. ça me soulage pas. Je suis pas plus soulagé après. Mais en tout cas, j'ai eu envie de le faire, je l'ai fait, je me suis laissé guider par mon instinct. Voilà. J'aimerais qu'on parle du nom de la trilogie, qui est encore un superbe titre, La Marche du Rêveur. Et de ces deux titres, finalement, ils sont pas présents dans le livre. Il me semble pas que les deux titres soient présents dans le livre, dans les deux romans. Je crois pas. En principe, souvent, les titres des romans sont issus du roman. Là, je ne crois pas. Comment vous choisissez? Comment vous avez choisi cette Marche du Rêveur? Est-ce que c'est difficile de trouver un titre pour une trilogie qui arrive à réunir finalement les trois univers. Alors je l'appelle trilogie, mais on ne sait toujours pas évidemment si on aura un troisième, mais c'est pas grave, j'ose espérer. Mais comment vous créez ces titres-là? Bah, ils viennent. Alors, les titres de Pur Sang et Après le Monde sont. Mes titres arrivent tout de suite en général. J'écris un livre, j'ai déjà le titre, ou je l'ai au bout d'une page, quoi. À peu près pour tous mes livres, ça a fonctionné comme ça. Ça devient évident. La mort du rêveur, bah, il fallait trouver. Ça a été assez évident aussi, puisque le peuple des Persais était aussi appelé le peuple des rêveurs. Donc, la marche du rêveur, du dernier rêveur, qui est Élias, par. Même s'ils sont passés si c'est pas par le sang, c'est au moins par l'éducation, la culture, etc. Je trouve que c'était joli. En plus, j'aime beaucoup les titres à plusieurs entrées. On ne sait pas trop, en fait. Ça peut être le rêveur tout court, mais quand on lit le livre, on s'aperçoit que les rêveurs, c'était autre chose. C'était ce peuple qui se mettait en transe comme ça pour voyager aussi. Et ce qui fait aussi la beauté de ces deux livres, c'est évidemment les couvertures aussi de Mathieu Persan, qu'on reconnaît évidemment au premier coup d'œil, tant il a un pinceau incroyable. Justement, est-ce que vous avez travaillé aussi avec lui? Est-ce que vous lui avez laissé carte blanche? Est-ce que l'éditeur a laissé carte blanche à Mathieu pour travailler la matière? Parce qu'on comprend tout dans ces deux couvertures. C'est ça qui est fou et en même temps un peu déstabilisant parce que quand on lit le livre et qu'ensuite on regarde la couverture, on comprend tout. Au début, évidemment, on comprend pas forcément, mais il y a quand même une petite idée, on fait des hypothèses. Et c'est vrai que c'est frappant de voir à quel point il arrive à saisir les thématiques. Je ne sais pas s'il lit les livres. Parfois, ça arrive, parfois pas. Quelle est l'histoire avec Mathieu Persan? Est-ce que vous êtes proche aussi? Est-ce que vous vous connaissez particulièrement ou pas? Bah, je ne le connaissais pas, maintenant je le connais un peu plus, hein. On s'est rencontrés, mais c'est ça le talent. Et en discutant, il a regardé un petit peu le livre, l'idée de la main, je sais plus, je crois qu'on l'avait évoqué comme ça, et puis lui, il en a fait ça. Il a tout compris, quoi. L'idée des veines, du sang, des arbres, le De la deuxième, Terre. la neige, oui, c'est exactement ça. Je sais pas ce qu'il va nous faire avec le troisième, mais je j'ai aucun doute, aucune crainte. Bon, alors ça fait trop d'indices, Franck, avec le troisième maintenant. Vous le citez beaucoup trop souvent pour ne pas nous en dire un petit mot quand même, mais est-ce qu'il a germé dans votre tête? Est-ce que c'est encore un petit peu trop tôt pour l'évoquer? Est-ce qu'il y a une véritable... est-ce que vous avez lu quelque chose qui vous a happé peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois, pour avoir envie de créer ce troisième tome? Au début, vous étiez plutôt dubitatif. Vous disiez quand même que vous ne saviez pas s'il allait y avoir un troisième tome. Je sens qu'il y a quand même une grande envie d'en faire un troisième, et ça se comprend. Mais évidemment, tous ceux qui ont lu les deux premiers n'en peuvent plus d'attendre. Alors, il y a un truc que je n'aime pas, c'est la pression. C'est-à-dire que voilà, faut pas me dire, il faut écrire un livre. Je ne fonctionne pas comme ça. Mais vous avez deviné que j'ai envie de l'écrire, ce livre. Ouais, effectivement. Puis j'ai des éditeurs adorables. euh, Bien. Puis voilà, j'ai raconté l'histoire du vagabond, de l'errance, du type qui arrive à un endroit, qui en repart, etc. Et oui, évidemment que Mais tout ça, ça va mûrir. Je veux prendre le temps, quoi. J'ai vraiment envie de prendre le temps de... Mais voilà, j'ai écrit 2 pages. Voilà, j'ai écrit 2 pages comme ça pour fixer quelque chose.
C'est le bon début. Tout à l'heure, vous disiez qu'il suffisait d'une seule phrase. Donc là, c'est bien, c'est bon, c'est parti. On va prendre une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un deuxième extrait. Voilà, préparez-vous pour la photo de groupe. C'est parfait, merci. Eh bien, Franck, c'est à vous pour le deuxième extrait. On va rester dans la nature. Le vent giflait les cimes des arbres et balayait les nuages, semblables à des traces de suie. Elias se recueillait devant les tombes de papa et maman Toussa, disposées côte à côte. Elias n'avait nul besoin de se rendre au cimetière pour se connecter aux esprits de ses parents adoptifs, mais il aimait cette proximité avec leur corps invisible. Leurs âmes le suivaient où qu'il aille. Jamais il n'avait de mauvaises pensées lorsqu'il les priait. Jamais il ne se sentait plus en phase avec le temps. Il leur demanda pardon d'avoir brûlé la maison. Il savait qu'ils le comprenaient. Il t'arrivera jamais rien tant que je serai là pour y veiller, disait Papa Toulsa. Les paroles bienveillantes de Papa Toulsa surgirent de la tombe. Elias les accueillit avec bonheur, rassuré que la mort ne soit pas parvenue à les effacer. Le vent cessa de souffler et une pluie fine hachura le ciel, formant une brume qui sembla fondre les deux tombes en une seule, comme si le ciel venait de border les âmes de Papa et Mama Toulsa. Le moment était venu pour Elias de les laisser entre eux. Je vous laisse là. Parfait. Vous en voulez un peu plus? Un petit peu plus, allez. Elias disposait de peu de temps avant les premières neiges. Il se mit immédiatement au travail, commençant par installer un campement sur la parcelle achetée à Carildrum, tout près de la rivière. Il dessina le plan d'une cabane et calcula la quantité de bois qu'il lui faudrait pour la construire. Il choisit un replat en hauteur de façon à se préserver des crues. Il déblaya la couche d'aiguilles et d'humus qui recouvrait le sol. Il sélectionna des pins de section identiques, les abattit et les recoupa en rondins de même longueur, puis en retira l'écorce à l'aide d'une plane munie de deux poignées. Une dizaine de jours plus tard, il avait amassé suffisamment de troncs pour mener à bien son projet. Il utilisa le treuil de son pick-up pour tirer les billes de bois jusqu'à la zone d'édification, puis installa tout un système constitué de cordages et de poulies de renvoi destinés à soulever et superposer les rondins. Il les clouait au fur et à mesure avec les pointes à chevrons, enfoncées à grands coups de masse. À la tombée de la nuit, il allumait du feu entre de grosses pierres récoltées dans la rivière, disposées en cercle. Il mangeait le contenu d'une des boîtes d'1 kilo achetées chez Hobson, pour l'essentiel des féculents, accompagnés de biscuits secs. Il lisait un moment et se repliait sous la bâche tendue entre les branches basses de mélèze lorsque le sommeil le gagnait. Il écoutait les bruits de la forêt et aucun ne lui était inconnu. Parfois, la lueur intermittente d'un avion traversait le ciel ou celle fixe d'un satellite en pleine révolution, et elle s'éteignait brusquement quand le regard ne portait plus, comme si on avait soufflé dessus. Elias se réveillait toujours avant l'aube et rallumait le feu pour faire du café, qu'il buvait en trempant des biscuits. Il attendait que le jour se lève, que la lumière se faufile jusqu'au sol, et se mettait à l'ouvrage. Merci, Franck. Alors, il y a une dernière question de Joël qui vous demande si vous avez d'autres projets de livres en cours et peut-être de la poésie. On sait que vous avez écrit Fenêtre sur Terre, qui était un texte aussi hybride. Vous êtes capable d'écrire finalement n'importe quel texte, on a l'impression. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours par rapport à votre écriture? Je viens de terminer un roman là, qui paraîtra en 2025 chez Albin Michel, rentrée littéraire 2025, normalement. Voilà, ça j'ai terminé. Voilà. Après, je suis en train de. On a terminé avec Boris la scénarisation. En fait, lui, il a terminé le dessin de l'adaptation de BD de Grossir le ciel, qui est un. Voilà, Boris, qui est un dessinateur absolument extraordinaire. Vous allez voir le résultat qui est somptueux. Ça, j'aime bien faire aussi, scénariser. Puis voilà, de temps en temps, quand les projets me plaisent, ce projet de préface de Jim Thompson, ça me plaît beaucoup. Mes petites chroniques là, que j'écris pour Centre France, là, j'aime bien. Je fais des petites choses comme ça annexes qui me, qui me... Une fois que j'ai terminé un roman, par exemple, où j'ai besoin de souffler un petit peu, je fais ce genre de choses. Mais je sais que je vais assez rapidement me remettre
dans l'écriture d'un roman. Non par besoin, mais par envie, quoi. Qu'est-ce que j'en ai envie en même temps, c'est une tension permanente, un doute là qui est c'est un drôle de truc de s'embringuer dans l'écriture d'un roman. Mais j'adore que les personnages prennent possession et puis de penser, de, 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 de les laisser penser à moi et de moi, c'est pas moi qui pense à eux, c'est vraiment eux qui prennent possession, quoi. J'aime beaucoup cet état-là qui a, j'ai l'impression d'ajouter quelque chose, quoi, à ma vie corésienne. On le comprend, on le comprend. J'avais une dernière question, Franck. Je vous demande, avant la rencontre, comment vous voyez l'avenir? Est-ce que d'ailleurs l'avenir vous fascine? Il me semble pas que vous ayez écrit sur un monde futur. J'ai un doute peut-être, l'un de vos romans, je ne suis pas sûr. Mais est-ce que l'avenir vous fascine autant que le passé? Comment vous vous imaginez dans 50 ans, en 2074? Quel monde vous avez devant vous? Oh là là. Alors moi, je fais pas partie de ces écrivains qui commentent l'actualité en permanence. Il y en a qui font beaucoup mieux que moi. Je n'ai pas d'une grande conscience politique. Je veux dire par là que je suis pas très optimiste. Je suis pas très optimiste. Je préfère me tenir un peu à l'écart, lâchement, encore une fois, parce que je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, j'ai beau être sur un réseau social, quoi, mais qui est très, très cool. Je comprends pas cette violence. Je comprends pas ce non-rapport à l'autre, cet individualisme, ce, ce- 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 cette, ce- cette faculté de se mettre en scène comme ça. Pourquoi faire? Pour qui? Voilà. Je, je, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Donc, je préfère me resserrer sur voilà, quelques amis. Ouais, je crois que le bonheur, en fait, voilà, il faut avoir de l'eau, un endroit à soi où voilà, on se sent, on se sent à sa place avec quelques amis, et puis voilà, boire du bon vin, manger de bonnes petites choses. Et ça suffit à mon. Alors, bonheur, c'est un bien grand mot. Je ne suis pas un adepte du développement personnel et de la quête du bonheur à tout prix, mais j'en vole quelques, quelques moments assez important au présent. Je suis pas un homme du passé, je suis pas nostalgique, je pense pas au futur, je suis pas je suis pas un grand fan des dystopies, par exemple, qui fleurissent aujourd'hui. Là, voilà. Bon, la millième réécriture de la route, ça va, quoi. McCarthy nous l'a fait, on fera pas mieux, quoi. Il faut faire quelque chose de différent. Euh, Peter Heller nous a fait le truc aussi. Euh, ouais, il y a des formidables livres, Paul Theroux. Bref, donc je vois pas tellement l'intérêt si on n'amène pas quelque chose de nouveau. Puis ouais, non, je sais pas quoi répondre à ça en fait. Je suis assez désabusé. Je voulais dire que je suis pas nostalgique dans le sens où je me dis pas c'était mieux avant. Ouais, c'était pas. On parle beaucoup de violence par exemple aujourd'hui, ben, sauf que c'est très médiatisé. Mais je me souviens quand j'étais gamin, il y avait des choses assez terrifiantes quoi, qui se passaient dans les familles. On ne le disait pas. Il n'y avait pas. Il y avait pas RMC ou BFM TV, ce genre de choses. Et puis j'aime pas non plus ce que devient cette confiscation de la bien-pensance par des médias aujourd'hui, du service public par exemple. Ça m'agace, quoi. Ça m'agace ce truc-là de voir toujours les mêmes invités, du cinéma, de la littérature. Ouais, ça m'agace, tout ça. Des fois, j'ai envie de leur dire, mais je sais pas, ouvrez les yeux, quoi. Donc, j'aime pas les extrêmes, quoi. J'aime pas les extrêmes. Je trouve j'aime pas les hystéries collectives. Ça finit toujours par se retourner contre les hommes. Toujours. Avec un grand H. Est-ce que finalement, alors c'est fou parce qu'on a quand même toujours beaucoup de questions, mais la promis, c'est ma dernière. Papa Toulsa dit que le bonheur, selon lui, c'était d'avoir quelque chose à perdre et d'en être conscient. Est-ce que c'est un personnage avec lequel vous avez une accointance particulière? On a tout à l'heure parlé d'Elias, que vous aimez aussi, mais est-ce que Papa Toulsa, c'est pas aussi quand même
le côté paternel, le côté sage, le côté finalement qui pourrait, entre guillemets, sauver le monde. Est-ce que c'est pas lui, le détonateur de l'écriture de Franck Bouis? Ah oui, oui. Alors moi j'ai envie de l'écouter, mais il y a- je pense qu'il y a peu de gens qui l'écouteraient aujourd'hui s'il se mettait à parler. D'abord, il ne parlerait pas sur une place, il parlerait au milieu d'une forêt, mais voilà, c'est pas un discours, c'est un discours qu'on n'entend pas, ou qu'on n'a pas envie d'entendre, je sais pas. En tout cas, moi, ça reste vraiment, c'était pas l'idée de polémiquer ou comment dire, de délivrer un message, hein. C'est la figure paternelle, effectivement, sans rentrer dans le détail de quelque chose, une figure euh, sans faire de la psychologie, mais ce qu'on a à perdre une fois qu'on l'a perdu, et je parle là en termes humains, euh, euh, on s'aperçoit que c'était cette chose importante qu'on avait à perdre. Je ne sais pas si je suis très clair, mais et c'est une fois qu'on l'a perdu qu'on s'en rend compte, quoi. Et voilà. Mais on est tous pareils, hein. On dit pas forcément aussi les choses. On ne sait pas trop faire. On nous a pas appris. Et donc voilà, peut-être que je la recrée comme ça, cette figure paternelle que j'ai admirée, que je continue d'admirer. Voilà. Merci, Franck. Il est temps de vous remercier, Franck. Merci infiniment pour le Merci à temps vous. que vous nous avez consacré. Et évidemment, je vous conseille de lire ces deux premiers tomes, parce que maintenant on est sûr qu'il y aura un troisième tome, sans mettre aucune pression, puisque la pression, on la boit. Mais pour le reste, merci Exactement. infiniment, Franck, pour cette soirée. Et évidemment, lisez Pur Sang et Monde, vous ne serez pas déçus. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous Au tous. revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir, Au Franck. revoir. Merci.